Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette nouvelle rencontre de la Bibliothèque Gulbenkian, de la délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian, ici à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, qui nous accueille pas mal de fois et que nous remercions. Alors, nous sommes très ravis et très honorés d'accueillir cet après-midi Laurent Bibard, philosophe, responsable de la filière Management et Philosophie à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, ESSEC, Business School, et Nicolas Sabouret, professeur d'informatique et des sciences du numérique à l'université Paris-Saclay. Ils ont publié ensemble l'ouvrage « L'intelligence artificielle n'est pas une question technologique », échange entre le philosophe et l'informaticien aux éditions de l'Aube, un ouvrage très riche en enseignements dont ils vont nous parler. Nous vous remercions tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour nous parler sur l'IA, une thématique qui s'est imposée à quelques années comme le principal vecteur des bouleversements qui se déroulent actuellement dans le monde. Alors, cette IA, elle est partout, elle est merveilleuse, il s'agit d'une conquête humaine, mais en même temps, elle nous effraie par la possibilité d'un jour échapper au contrôle de l'homme, le remplacer ou la servir. Actuellement, on assiste à plusieurs exemples de détournement de ce progrès. La France s'apprête à accueillir en février 2025 le sommet pour l'action sur l'IA. Ce sommet, ça sera le 3e. Le premier s'est déroulé l'année dernière en Angleterre, le 2e cette année à Séoul, en Corée du Sud. Et donc, je pense qu'on a besoin de faire une régulation de cette intelligence qui commence à poser des problèmes. Donc, avant de commencer la présentation du livre, j'aimerais vous poser une question. Pourriez-vous nous dire comment est née l'idée d'écrire ce livre à quatre mains, puisque vous venez des horizons complètement différents? Allez. Alors, tout d'abord, merci beaucoup, Madame Costa, de nous avoir invités à parler de ce livre. Je crois que Laurent, tu pourras confirmer. Nous sommes très heureux d'être devant vous aujourd'hui. L'idée de ce livre, en fait, est née d'une rencontre qui s'est faite à l'ESSEC à l'occasion d'un salon sur l'IA. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je suis chercheur en intelligence artificielle. C'est mon domaine d'activité en sciences. Et je fais des travaux de médiation et de vulgarisation depuis une demi-douzaine d'années, maintenant un petit peu plus. Et en 2019, à l'ESSEC, avait lieu cet événement pour parler d'intelligence artificielle. 2019, on est avant de ChatGPT. C'était déjà une période où l'IA commençait à bouillonner, mais on n'était pas encore dans l'excitation complète d'aujourd'hui. Et Laurent, tu donnais à cette occasion une conférence sur, je crois que le thème c'était effectivement le rapport entre l'humain et la machine, la différence entre l'humain et la machine. Et je suis allé t'écouter et j'ai trouvé ça très intéressant parce que tu arrivais à mettre avec ton vocabulaire de philosophe et ta connaissance de philosophe des mots sur des concepts que moi j'avais du mal à faire passer dans mes propres travaux de médiation. C'est-à-dire que quand il s'agissait de parler de science, ça je savais faire. Quand il s'agissait de parler du rapport entre l'humain et la machine, j'étais beaucoup moins à l'aise. Et donc j'ai demandé à ce qu'on puisse se rencontrer. Donc on s'est retrouvés après, on a échangé un petit peu, et le courant est bien passé. On a pris quelques verres ensemble, et puis de café en café, un jour, Laurent, tu m'as dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'enregistrerait pas nos discussions? Et pourquoi on n'essaierait pas d'en faire un livre? Alors, je confirme complètement, c'est une histoire extrêmement sympathique, parce que c'est typiquement des rencontres scientifiques comme ça, dans des colloques. Et Nicolas est venu me parler, puis on a effectivement très vite sympathisé beaucoup, au point que moi j'ai beaucoup appris, et je continue auprès de Nicolas, je n'y connaissais strictement rien à l'IA, aux technologies. J'avais quelques intuitions et quelques avis sur la question. Et ce qui est très très stimulant, c'est qu'en discutant, on s'est rendu compte qu'on creusait, pas systématiquement dans la même direction, mais avec des questions, en revanche, partagées, je crois. Et sont devenus des échanges très riches, et qui, moi, m'ont amené effectivement à dire, mais c'est dommage, on est en train de perdre de la matière, là, parce qu'on discute, on pourrait très bien parler, et puis en faire un petit livre, voilà.
Et Nicolas, comme toi, tu t'y connais parfaitement, trouve donc le logiciel qui va transformer les conversations orales en écrit et qu'on peaufinera par après. Et ça s'est passé comme ça, en fait. À la fois la rencontre d'abord et puis le projet d'écriture et de publication d'un petit livre sur la question. Merci. Alors, on assiste actuellement dans le monde de l'édition à beaucoup d'ouvrages sur l'IA. On voit plusieurs livres. Et ce qui est original dans le vôtre, c'est que tous les chapitres sont des interrogations. Des interrogations, les vôtres, mais aussi celles du public, n'est-ce pas? Vous pouvez parler un peu sur la structure du livre? Alors, c'est vrai qu'il y a alors, d'abord, c'est des questions. Je vais dire quelque chose sur quoi Nicolas ne sera peut-être pas tout à fait d'accord, mais c'est intéressant qu'on creuse la discussion. Moi, je crois que questionner, c'est spécifiquement humain. Et qu'il n'y a peut-être pas, mais je parle sous contrôle et savoir vraiment où ça nous mène, il n'y a peut-être pas de questions possibles, imaginables, en tant que question par des machines. Je m'explique. Sous les questions de notre humanité, il y a des sentiments très, très fondamentaux, de l'angoisse, de l'inquiétude, du rêve, des désirs. Et tous ces mots-là n'appartiennent pas aux machines. Ils appartiennent, on pourrait dire, à notre finitude. Nous savons que notre vie est limitée, nos rêves sont infinis, ça crée une tension infinie entre ce qu'on peut faire et ce que nous ferons dans nos vies et ce dont nous aimerions pouvoir remplir des vies infinies, et ça provoque les questions. Et du coup, il y a beaucoup de questions. Maintenant, plus humblement, moi je suis venu à des questions d'usagers, très très simples, sur différentes relations entre les usagers et les interfaces, qu'est-ce qu'on peut attendre des machines, etc. Et donc, on a beaucoup posé de questions d'abord ensemble, et au fur et à mesure des discussions, apporté certaines réponses, mais c'est parti effectivement de questions préalables. Et je pense que dans la société, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de l'intelligence artificielle et donc beaucoup de questions. Et ça nous semblait important de répondre à ces questions. Donc on n'est pas forcément toujours parti des questions, mais systématiquement dans nos échanges, on s'est dit mais à quelles questions est-ce qu'on est en train de répondre? C'est-à-dire que pour une personne qui ne connaît pas le sujet, qu'est-ce qu'elle va comprendre en lisant ce chapitre? D'où l'idée de tout formuler sous forme de questions à la fin. Et d'ailleurs, ce soir, on est en train de déroger, grâce à Madame Costa, à nos habitudes. C'est que souvent, quand on intervient sur le livre, nous commençons à poser des questions au public. Et ça n'a pas été le cas pour l'instant, parce qu'on fonctionne autrement pour l'instant. Non, mais ça va venir, hein. Ça va venir. Alors méfiez-vous, on va vous interroger. Bon, c'est vrai que donc vous posez beaucoup de questions, mais est-ce qu'elles sont toutes là et vous avez laissé d'autres de côté pour un futur ouvrage? Alors, je pense que toutes les questions ne sont pas là. Ça c'est une certitude. Mais en fait, toutes les questions, disons les questions qui nous semblaient les plus couvrant un spectre suffisant. On voulait pas faire un livre trop gros. Donc, des questions qui couvraient déjà un spectre assez large d'interrogations, d'attentes, de craintes ou d'espoir du public, nous ont permis en 10 questions, 12 questions voilà. Donc, on s'est dit là, on a quelque chose qui couvre suffisamment. Et donc, on a choisi de s'arrêter là. Il y a évidemment d'autres questions, et puis il y a d'autres questions qui sont nées après l'écriture du livre, parce que dans nos échanges entre nous, on continue de discuter, et dans nos échanges avec le public, on découvre à chaque fois de nouvelles questions. Donc peut-être qu'il y aurait matière à faire un autre ouvrage, mais là c'est vrai qu'on s'était concentré sur quelque chose qui nous semblait couvrir l'essentiel des points que nous on avait envie de mettre en avant sur le rapport entre l'homme et les attentes qu'il a vis-à-vis de la technologie. D'accord, très bien. Alors moi je vais commencer par une question. Voilà, une question que je pense que tout le monde doit se poser, c'est est-ce qu'on doit avoir peur de l'intelligence artificielle? Vas-y, je t'en prie. Alors, une des raisons, moi, qui m'a poussé à proposer à Nicolas que nous écrivions un livre, c'est que là, je parle pas du tout en spécialiste de l'IA, mais en ayant une oreille tendue vers notre humanité. Et l'observation de base, c'est que nous sommes actuellement, nous humains, en train de prêter à nos technologies toutes sortes de caractéristiques qui nous appartiennent.
Et dans le grand public, ça devient comme des évidences. Et je prends des exemples parmi les plus radicaux, mais aussi très répandus, les plus simples, c'est les machines pensent, les machines réfléchissent, les machines décident, les machines ont des valeurs, et toutes sortes de choses, la pensée, la réflexion, la décision. Alors la décision, on peut peut-être y revenir, parce qu'il y a bien des dynamiques décisionnelles qu'on peut inscrire dans les dynamiques des algorithmes. Les valeurs, en revanche, la question de sens, nous attribuons tout ça très spontanément aux machines. Et ça, moi, ça me semble extrêmement dangereux. D'abord, ça me semble faux, mais peut-être qu'on va en débattre ce soir même, pour le coup. Et surtout, ça me semble être une perte de vue de qui nous sommes, nous. C'est-à-dire que dans ce mélange entre nous et ce que nous fabriquons, les machines, c'est des machines que nous fabriquons, nous les humains. C'est nous qui les rêvons, c'est nous qui les concevons, c'est nous qui les mettons au point, c'est nous qui assurons la maintenance, c'est nous qui les utilisons. Et malgré tout, nous projetons sur les machines toutes sortes de prérogatives, d'initiatives et d'autonomie, sans réfléchir plus que ça. Et sans parler des machines pour l'instant, je voudrais juste suggérer ce point, c'est que ça nous enlève notre humanité et notre responsabilité que d'attribuer aux machines toutes sortes de qualités qui sont à l'origine, les nôtres, qualités ou caractéristiques, c'est mieux dit. Qualité voudrait dire que c'est toujours bien, c'est pas toujours bien les humains. Mais nous attribuons aux machines toutes sortes de caractéristiques qui sont les nôtres, qui sont nôtres. Et en disant que ce sont elles qui sont responsables, qui ont de l'éthique, etc., c'est un peu comme si nous nous débarrassions de nos responsabilités humaines dans nos existences. Et donc, moi, ça me met très mal à l'aise. Ça me met très mal à l'aise. Je suis intervenu tout récemment à l'ESSEC, qu'on a évoqué, où j'enseigne, pour une conférence inaugurale d'un des programmes, et j'avais proposé comme thème la question « À partir de quand devenons-nous des robots ?» Et je crois bien que nous devenons des robots à partir du moment où nous abdiquons nos responsabilités. Or, c'est un peu dans le grand public ce qui est parfois en train de se passer. Quand on présuppose que les machines font des tas de trucs, et que nous, ça nous enlève des compétences, des prérogatives, des responsabilités, des devoirs, des droits aussi, peut-être. Et ça, c'est pas un problème technique, hein. Là, je rappelle le titre qu'on a choisi, c'est l'intelligence artificielle n'est pas une question technologique. Je crois que, formulé comme je tente de le dire maintenant, la question de l'IA, des technologies et de l'IA particulièrement, n'est pas une question technologique. Elle est d'abord la question de savoir quelles sont nos attentes de nous, humains, à l'égard des machines que nous sommes en train d'inventer. Ça me semble capital. Et du coup, voilà, pour moi, le point de départ était là. Et alors, par rapport à la question de la peur, il y a effectivement aujourd'hui deux attitudes contre lesquelles on a essayé alors lutter n'est pas le bon terme, mais disons en tout cas on essaie de se différencier de ces deux attitudes qu'on trouve dans la société. Il y a une attitude très technophile vis-à-vis de l'IA. On entend des gens dire l'IA va sauver la planète du réchauffement climatique ou des guerres dans le monde. Enfin voilà, on entend des trucs assez délirants de ce type-là. Et il y a des positions très technophobes avec beaucoup de craintes et des peurs qui sont vraiment exprimées. Moi, je pense que ces deux émotions un peu extrêmes, en fait, ont quelque chose en commun, c'est l'ignorance de ce que c'est que l'IA. Et faut-il avoir peur de l'IA ? Moi, je crois qu'on a d'abord peur de ce qu'on ne comprend pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment fonctionne l'intelligence artificielle. C'est mon métier d'essayer de leur expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, et on pourra le faire un petit peu tout à l'heure si vous voulez. Mais je crois que dans ce livre, Laurent comme moi, on s'attachait à ne prendre un propos ni technophobe ni technophile, et essayer de montrer qu'il ne faut pas forcément avoir peur de l'IA, qu'il faut être attentif aux usages qui sont faits de cet outil, mais que finalement, ce n'est pas l'IA en soi qui est dangereuse, c'est les attentes, comme tu viens de le dire Laurent, ou les projections qu'on fait sur ce que fait la machine, ou les usages qu'on essaie d'en développer, qui sont parfois guidés par des objectifs qui ne sont pas positifs pour la société, hein, qui peuvent être de la cupidité. L'homme est particulièrement cupide, et donc s'il a un moyen de s'enrichir au détriment des autres en utilisant l'IA, il va s'en servir. Donc moi, je crois fondamentalement, en tant que chercheur en IA et en tant que scientifique, qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA, qu'il ne faut pas avoir peur d'une science ou d'une technologie,
et que par contre, il faut comprendre cette science et ces technologies pour être armé face aux usages qui peuvent en être faits, qui, eux, peuvent être dangereux. Et dans ce contexte-là, moi, je ne résiste pas à rebondir sur ce que vient de dire Nicolas. La fabrication du débat, il y a eu une fabrication à un moment, par des humains très humains, d'une tension entre technophilie et technophobie. Ça n'a pas de sens. Et en instituant un débat comme celui-ci, on fracture les sociétés en différenciant entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et ça, c'est de la politique, hein, au mauvais sens du terme. Et ça n'a pas de sens. Et la question de fond, c'est les technologies, bien sûr, mais pour en faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Et ça, c'est des bonnes questions, je crois. Je rappelle que vous pouvez intervenir. Excusez-moi, bonjour. Moi, je voulais juste savoir, ces technologies, les gens, ils en ont peur, pas forcément parce que pour les usages qu'on peut en faire, etc., mais plutôt parce qu'ils reposent sur des matériaux rares, non? Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça la peur, c'est que la peur d'épuiser la planète en allant chercher pour construire ces nouvelles technologies des matériaux qui sont déjà rarissimes. C'est plutôt ça la peur, c'est pas du tout une peur de l'utilisation, etc., parce qu'on peut toujours mettre des freins. Mais vous voyez, c'est plutôt, enfin, je sais pas. Alors, dans nos rencontres, et puis dans l'expérience qu'on en a avec Laurent, la peur que vous exprimez, pour moi, c'est clairement pas celle qui vient en premier. Les gens ont peur de se faire remplacer par les machines, que la machine décide à leur place. C'est ça qu'on entend le plus. Après, vous exprimez une crainte qui est la vôtre et qui est peut-être différente parce que vous avez mieux compris et donc vous avez dépassé ces premières peurs qu'on trouve habituellement. Et par ailleurs, les craintes que vous exprimez de coûts écologiques, hein, de la technologie comme l'intelligence artificielle, mais pas que. Où elles sont, ces matériaux? Oh, oui. Aux mains de qui? De quelle puissance? C'est plutôt ça, parce que tout le reste, c'est quelque chose, c'est comme une nouvelle technologie c'est comme toutes les révolutions, on a du mal et les gens sont basculés, il y a les tracteurs, etc. Donc c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est toutes ces technologies qu'on veut nous faire. Après, les gens, ils ont le droit de dire non. Mais là, pour le cas, c'est qu'on est vraiment dans un truc grave et c'est une nouvelle. Et il y a plein de penseurs, de chercheurs, de penseurs qui le disent. Mais là, on est vraiment dans ce qui nous prend au nez, c'est quelque chose de grave. Et c'est pas les robots qui vont faire ça. C'est autre chose. C'est vraiment les ressources premières, les forces terrestres. Alors, moi, je voudrais rebondir sur ce que Nicolas vient de dire. Je crois avec lui que ça n'est pas la peur dominante dans le grand public. Mais je pense avec vous que c'est un vrai problème. Un jour, dans nos discussions, quand on écrivait le livre, moi, j'ai demandé, mais c'est... Pourquoi on fait les mises à jour? À quoi elles servent? Alors, je vais vous dire à titre personnel, je vois très très mal. Les mises à jour, ça vous change l'interface écran, etc., et à titre personnel, ça me fait un sentiment d'agacement souverain. C'est à quoi ça sert? Pourquoi on me change l'interface? C'est quoi la mise à jour? Ça sert à quoi? Et je crois bien me souvenir, mais sous le contrôle de Nicolas, que la réponse était, il n'y a pas vraiment de raison peut-être. Et le problème derrière, il n'y a pas vraiment de raison peut-être, c'est qu'il y avait l'idée, et là sous contrôle de Nicolas qui contrôlera ce que je dis, mais je crois bien me souvenir de Nicolas que tu m'as dit, en fait, quand on met à jour les logiciels, il arrive un moment où ils ont tellement changé que la partie matérielle de support du fonctionnement des logiciels ne sera plus conforme. Et donc, elle va être caduque, donc elle va être à passer aux déchetteries, et il va falloir en fabriquer de nouvelles. Et là, on est dans la question des matières premières, des métaux précieux, etc. Oui, tout à fait. Mais pour vous, c'est la question fondamentale. Je ne suis pas certain qu'elle soit aperçue véritablement dans le grand public comme tel, mais il est important de la mettre en avant. Mes enfants m'ont dit quelque chose l'autre jour que je trouve... l'un de mes enfants qui est ingénieur en physique-chimie me dit « Est-ce que tu réalises que dans les années 60, on est allé sur la Lune avec 16 kilos de mémoire et qu'aujourd'hui, quand on achète son billet avec un ordinateur, ça marche pas ?»
Et je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire que ce que tu viens de décrire, Laurent, cette histoire de mise à jour et d'augmentation d'un coût technologique qui est de plus en plus élevé pour un gain dont on ne mesure pas toujours trop l'intérêt, est une question qui est peu posée dans la société. Donc ça fait partie. Pour moi, c'est pas une crainte, encore une fois, mais je pense que c'est une question que la société n'arrive pas à se poser. Emballés que nous sommes dans le renouvellement technologique, dans peut-être la fascination vis-à-vis des technologies dont tu parlais, Laurent. Et voilà. Donc, comme vous, je suis d'accord que c'est une question importante. Merci. Merci pour la question. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez intervenir ou peut-être vous pouvez lancer des questions. C'est très, très dur pour le public de poser la première question, mais on est prêt à y répondre. Ouais. Je veux bien faire une petite remarque par rapport à ça. Parce que... Alors, il faut le micro parce que c'est enregistré. Voilà. Bon, c'était juste une remarque par rapport à cette dernière question, c'est que il me semble qu'on est dans une société de consommation et que, quel que soit le domaine, l'univers, il y a d'une part l'obsolescence programmée qui fait partie de la stratégie commerciale, mais aussi on est vraiment dans une société de consommation où on use et on reproduit, et on revend des nouvelles technologies. Donc c'est pas spécifique à l'IA non plus. Alors, je vais vous corriger, c'est pas spécifique à l'IA, c'est spécifique à l'informatique. C'est important pour moi de faire la différence, parce que il y a une confusion aussi énorme. Tout ce qui est un ordinateur n'est pas de l'IA. Il faut vraiment, faut sortir aussi de cette idée-là. Le fait que vous fassiez une recherche avec ChatGPT, ça demande beaucoup plus que n'importe quelle recherche avant. Oui. Il faut demander, il faut quand même essayer de voir le coût que ça a écologique. Alors le coût est assez bien mesuré en fait, et il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Moi, un truc qui m'effraie et qui va dans le sens que vous dites, c'est je pense que la plupart des gens dans la salle n'ont peut-être pas ça en tête. Le coût écologique, donc alors c'est difficile de tout ramener sur une seule échelle, mais si on regarde les matières premières qui sont consommées, les gaz produits dans l'atmosphère, on peut essayer de mesurer un coût écologique. Le coût écologique de l'informatique en général, et pas de l'IA en particulier, de l'informatique en général, et c'est 20% les usages et 80% le matériel. C'est-à-dire que quand vous faites une requête, finalement, ce qui a coûté cher pour la planète, c'est les machines les fameux data centers, vous avez déjà entendu. Le fait de les refroidir, c'est pas ça qui coûte cher, c'est la construction des machines qui coûte très cher. J'ai visité récemment un centre du CEA, situé dans le sud de Paris, alors il faut imaginer 12 fois la taille de cette pièce, complètement remplie d'armoires, et dans chaque armoire, il y a une demi-douzaine d'ordinateurs. Refroidis évidemment, et la personne qui nous faisait visiter nous dit en fait tous les 2 ans on jette tout. On reprend du matériel neuf. Et là, vous voyez que là on rentre dans ce que vous racontez. C'est-à-dire qu'il y a un coût écologique. C'est-à-dire qu'en termes de matières premières, c'est monstrueux ce qu'on est en train de faire. Et puis les matières premières, c'est pas non seulement qu'on gratte la croûte terrestre, c'est que les extraire est extrêmement polluant. Et encore plus polluant que l'usage. Et le coût écologique du coup d'une requête ChatGPT est connu. C'est-à-dire que si on cherche un petit peu sur Internet, c'est pas très compliqué, on va voir que c'est aux alentours de 0,12 grammes de CO2 produit dans l'atmosphère à chaque fois qu'on fait une requête. Alors on peut dire faut pas souffler dans le micro. 0,12 grammes, c'est pas grave, c'est pas énorme. Et en même temps, 0,12 grammes plus 0,12 grammes, ça finit par faire des grammes et des kilos dans l'atmosphère. Voilà. Donc tout ça c'est connu, pas forcément bien connu du grand public, et encore une fois, ce n'est pas, c'est pas spécifique à l'IA. L'IA nécessite du stockage et du calcul sur des serveurs, mais beaucoup moins par exemple que les mails que vous stockez. La plupart d'entre vous avez utilisé des clients mail comme Gmail, Yahoo, etc. Ou Outlook, et ces mails sont stockés sur des serveurs. Il n'y a pas d'IA dedans. Je vous promets qu'il n'y a pas d'IA. Ça coûte très très cher. Parce que les mails, pour pouvoir y accéder, il faut que les serveurs tournent en permanence. Et plus vous stockez de mails, plus ça coûte. Voilà. Alors, une question. Bonsoir.
Est-ce que vous pensez que l'IA pourrait faire peser un risque sur l'avenir de l'humanité, au sens où est-ce qu'on ne risque pas, nous, êtres humains, de développer une espèce de paresse intellectuelle à force d'avoir cette intelligence qu'on aura programmée à la base, mais à qui on va sans doute demander de plus en plus et qui au quotidien va remplacer, va créer un certain nombre de choses. Et donc, est-ce que le génie peut venir de l'IA? Est-ce que l'IA peut nous dépasser dans notre capacité à nous réinventer, à progresser? Et est-ce qu'au final, elle ne risque pas finalement de faire peser un risque sur notre avenir? Alors, je pense qu'on va pouvoir vous donner une réponse de philosophe et d'informaticien sur la question. Est-ce que tu veux commencer? Moi, j'ai ma réponse d'informaticien toute prête. Alors, je veux bien commencer. Je trouve la question extrêmement importante. Alors, c'est peut-être intéressant. Il y a parmi vous, sans aucun doute, et vous-même, madame, peut-être connaissez ce à quoi je vais renvoyer. Mais la question, elle est assez ancienne. La question de savoir si on délègue, nous humains, notre capacité de réflexion à un support, est-ce que ça ne va pas nous faire perdre notre capacité de réflexion? Et c'est le premier point que je voudrais creuser, alors brièvement, mais je l'annonce. Et le deuxième, c'est par rapport à la question de l'avenir. Et je trouve que vos deux questions sont tout à fait essentielles. Le premier point, dès un dialogue de Platon qui remonte à 2500 ans au moins. Et je rappelle qu'on n'a l'écriture dans l'humanité que depuis 3000 ans à peu près. Donc c'est quand même assez ancien. Un dialogue de Platon, et Platon fait raconter une histoire. Platon, c'est un très grand philosophe grec, il fait raconter une histoire par son maître qui s'appelait Socrate, et Socrate raconte que, alors c'est une série d'emboîtements d'histoires, mais il fait raconter l'histoire suivante. Un dieu égyptien vient donner des cadeaux à un roi égyptien. Et parmi les cadeaux, le dieu propose l'écriture. Et le roi égyptien se dit, mais ça je ne prendrai pas. Alors le dieu est offusqué, dit, mais enfin, un cadeau pareil. Et le roi dit, mais non, parce que si je prends l'écriture, mes sujets vont déléguer, il ne dit pas avec ce vocabulaire, mais ça revient à cette idée, mes sujets vont déléguer leur mémoire au parchemin, à la pierre, et ils vont de moins en moins se souvenir, et ils sauront de moins en moins réfléchir, et leurs idées vont se fixer et vont devenir pétrifiées, immobiles, et ils ne vont plus réfléchir. On a cette question depuis 2500 ans. Elle continue à se poser. Et je crois que c'est la même question que celle que vous posiez maintenant, qui revient à dire, si on délègue à ChatGPT des recherches, l'écriture d'un article, etc., mais de quelle responsabilité allons-nous rester conscients? Et voudrons-nous prendre la charge? On peut remarquer que depuis qu'il existe des calculatrices, moi je vous dis humblement, je calcule mal. Mais je suis sûr que je calcule beaucoup moins bien que des gens de 3-4 générations avant. Donc nous perdons sans doute des compétences. Ça c'est très possible. Mais encore une fois, ça dépend aussi de nous. C'est-à-dire, alors pas de nous, une personne individuelle, mais ce que nous faisons ce soir à réfléchir ensemble, pour moi fait partie de cet effort, non pas de résister contre les technologies ne sont pour rien dans les problèmes, c'est de résister contre nos tendances, nous humains, à faire des tas de trucs qui ne nous servent pas. Donc voilà pour la première réaction, c'est oui, c'est vrai, il y a un risque que la surutilisation de l'IA, donc c'est pas l'IA, c'est la surutilisation de l'IA, nous fasse perdre des tas de compétences. Mais ça dépend de nous, pas des machines. Alors ça dépend de ceux qui les fabriquent peut-être, des humains qui les fabriquent pour nous les vendre. À toute chose. On revient à la question économique et politique. Maintenant, la question de l'avenir, je la trouve très importante, c'est que, alors là, sous contrôle de Nicolas, mais je crois qu'on peut dire que le fonctionnement de l'IA est à partir de données qui existent déjà, rassemblées en des quantités gigantesques à des vitesses absolument astronomiques, mais des données déjà existantes. De quoi est fait le véritable avenir? Vous parliez de l'avenir. Le véritable avenir, j'allais dire, mesdames et messieurs, pour être un peu solennel, il est fait d'un inconnu total. Et que l'avenir soit un inconnu total ne veut pas dire que c'est une catastrophe. L'avenir qui est un inconnu total, j'aime beaucoup citer la philosophe Hannah Arendt à ce propos, elle disait de l'avenir totalement inconnu, c'est quoi? C'est nos enfants. C'est pas si mal.
Et souvenons-nous que nous avons été les enfants de nos parents. Nous sommes l'avenir si nous le voulons bien. Voilà, moi ce que m'inspire vos deux questions tout à fait importantes, je trouve. Alors c'est toujours dur de parler après le philosophe quand on est informaticien parce qu'on se sent un peu terre à terre. Hein. Mais bon, j'ai l'habitude, donc je fais pas de je fais plus. On fait bon ménage quand même. Je trouve que votre question est effectivement vraiment pertinente et il y a des études scientifiques qui ont été faites sur ce sujet. Je vais en parler juste après. Mais juste avant ça, je voudrais vous rappeler que l'être humain a toujours construit des technologies pour le remplacer, pour faire des choses que lui sait faire et pour les faire mieux qu'il sait le faire. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'est surpris qu'une voiture aille plus vite que Usain Bolt à la course à pied. C'est pas surprenant, c'est devenu un quotidien. Et bien pourtant, il a fallu faire cette technologie-là. Dans le cas de l'intelligence artificielle, ce qui nous embête, c'est que c'est pas une capacité physique que la machine déploie. Et là, je rebondis en parlant de physique sur votre propos. Hein, on voit bien que l'homme est devenu plus sédentaire depuis qu'on a des machines qui font les travaux des champs pour nous. Enfin voilà, on s'est consacré à d'autres activités, mais on a aussi écopé des conséquences de ce changement d'activité, parfois au détriment de notre santé. Enfin, donc voilà, effectivement, l'IA n'est pas sur le plan physique, elle est sur le plan intellectuel, donc se pose la question de la perte des compétences intellectuelles. Et là-dessus, je voudrais donner deux éléments. Le premier, c'est cette étude qui a été faite en Grande-Bretagne, que je trouve assez intéressante sur l'usage des GPS. Donc c'est assez ancien. C'est difficile avec les technologies d'IA comme ChatGPT qui sont très récentes. Hein. Les transformers existent depuis moins d'une demi-douzaine d'années. Mais le GPS de voiture, c'est plus ancien. Depuis les années 90, globalement, on a des GPS de voiture et on s'en sert. Et donc on a pu regarder l'impact que ça avait sur la capacité des gens à lire des cartes. Alors évidemment, les gens qui utilisent un GPS au quotidien perdent leurs compétences de lecture de cartes, même s'ils pensaient savoir bien lire des cartes avant. La bonne nouvelle, c'est que quand ils arrêtent d'utiliser le GPS, c'était le cas de l'étude, là, on leur demandait de ne plus utiliser le GPS pendant 6 mois, et ben, ils réapprenaient à lire des cartes. Et en fait, l'être humain a un cerveau qui est quand même extrêmement plastique. Donc, notre cerveau est paresseux parce qu'il en a besoin. Il a besoin de ranger au placard les choses dont il ne se sert pas. Mais il sait aussi remobiliser des connaissances ou réacquérir des connaissances quand il en a besoin. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait Laurent. Faisons confiance aux jeunes pour développer les capacités cognitives que peut-être nous ne serions pas capables de développer à notre âge face à ces nouvelles technologies. Donc ça, je crois que c'est vraiment un message important. Il faut aussi avoir un peu confiance en l'avenir et en nos enfants. Et le deuxième élément, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est un article que j'ai lu ce matin dans un journal qui donne des résumés d'articles scientifiques et qui parle de l'utilisation de ChatGPT vu par les profs de langue. Donc ChatGPT ou DeepL ou les outils d'IA qui facilitent la traduction en langue. Alors, je pense qu'en portugais, vous connaissez ce problème. Et effectivement, il y a un risque, ou en tout cas il y a un questionnement de savoir est-ce que ça sert encore d'apprendre des langues ? Est-ce qu'on va arrêter d'apprendre des langues ? Est-ce que si on n'apprend plus les langues et qu'on les fait faire par ChatGPT, on perd quelque chose ou pas ? Enfin, qu'est-ce que ça change dans notre rapport aux langues ? Et ça, c'est un exemple que je trouve très très bon parce que sans être expert en langue, moi je ne suis pas professeur de langue étrangère, je ne suis pas linguiste, mais sans être expert en langue, on sait à quel point la langue, au-delà de son rôle de transport d'informations entre deux cultures différentes, le fait de parler la langue de l'autre, c'est aussi apprendre une autre manière de penser. Moi, je parle un petit peu allemand et je suis toujours surpris par justement le fait que le vocabulaire allemand ne traduit pas exactement certains termes du vocabulaire français. Et que parfois j'ai 2 mots pour dire la même chose que ce que je dirais avec un seul mot en français, ou qu'au contraire j'ai 2 mots en français pour dire une chose qui se réduit à un seul mot en allemand. Et ça, c'est quelque chose, c'est une expérience que tous ceux qui ont un peu appris les langues savent. Et donc au-delà de la langue, il y a la pensée. Et finalement, ce qui est en train de se passer, ce qu'on commence à observer, c'est que les professeurs de langue utilisent les outils comme DeepL, ChatGPT, les outils de traduction automatique, pour aider leurs élèves à se débarrasser de certaines barrières qui les empêchent de communiquer et développent au contraire avec eux des outils de réflexion sur qu'est-ce que c'est que la pensée. Et ça ne peut se faire qu'en connaissant la langue étrangère. Et donc en fait, le message que j'essaie d'envoyer, c'est il ne faut pas jeter l'outil de traduction automatique à la poubelle,
mais il faut continuer d'apprendre les langues. Et ça, c'est vrai pour tous les éléments de ce qu'on fait avec l'IA. J'ai terminé par une dernière étude, et après je rends la parole, parce que là j'ai parlé longtemps. En 2020 ou 2021, je ne sais plus exactement, il y avait un article qui a fait un peu de bruit parce que les gens montraient que les systèmes d'IA de reconnaissance d'images, et en particulier de reconnaissance de tumeurs cancéreuses sur des mammographies, avaient statistiquement des meilleures performances que les humains. Et là, les gens se sont dit, c'est la catastrophe, on va virer les médecins, etc. Et en fait, pas du tout. Parce que les erreurs que fait l'intelligence artificielle, et ça, c'est un point qui est très important pour moi. L'intelligence artificielle fait forcément des erreurs. Je pourrais développer ça tout à l'heure si vous le voulez. Les erreurs que fait l'intelligence artificielle ne sont pas les mêmes que les erreurs que font les médecins. De même, le traducteur automatique, qui me simplifie la tâche quand je ne retrouve pas mes mots, ne fait pas les mêmes erreurs de traduction que moi je ferais. Et donc, s'il me met des mots qui ne sont pas ceux que je voulais dire, pour peu que j'ai une certaine connaissance de la langue, je vais vite m'en rendre compte. S'il ne me produit pas une tournure de phrase qui est agréable, je vais aussi m'en rendre compte. Eh bien, c'est un peu pareil pour le médecin face à ces mammographies. Quand la machine se trompe, le médecin va le voir tout de suite. Il va dire, mais ça, c'est pas du tout ça. Par contre, il a un outil qui peut lui faire gagner du temps et qui peut effectivement baisser son propre taux d'échec. Et donc, le bon usage de l'intelligence artificielle, c'est de marier les deux. Si on décide d'utiliser de l'intelligence artificielle parce qu'on pense que c'est pertinent, et donc ça veut dire, si on décide de consacrer des ressources écologiques, c'est important, il faut l'avoir en tête. Si on décide de consacrer de l'énergie pour faire des tâches à des machines, c'est parce qu'on pense qu'on a un gain à avoir. Et ce gain ne peut pas se faire sans l'être humain ou à la place de l'être humain. Et ça, je crois que c'est une des propriétés de l'intelligence artificielle qui la différencie un tout petit peu des autres machines, des autres technologies. Encore voilà. Une question ? J'ai pas lu votre livre, mais est-ce que vous parlez dans votre livre de la peur que les gens ont de perdre leurs emplois, comme tous ces gens qui sont justement vous parlez justement des traducteurs, mais il y a aussi les avocats, il y a aussi les gens dans les banques, il y a tous ces jobs-là qui risquent d'être... Enfin, c'est cette peur-là, c'est de perdre son emploi et de plus avoir et d'être remplacé par l'IA qui est plus... Déjà, l'IA, on l'a au téléphone à chaque fois pour les services, chaque fois qu'on parle maintenant à notre banque, on est face à face à l'IA, on n'a plus personne. Je vous promets qu'on n'a pas payé cette dame, dans la mais la question est bien dans le livre. Voilà, donc effectivement, dans le dernier chapitre, on aborde ces questions. Est-ce que l'IA la question est, est-ce que l'IA est un danger pour l'emploi, pour la planète? Et toutes ces questions, on essaye, à la mesure de nos moyens et avec notre expérience et nos connaissances de chercheurs, de répondre aussi à cette question, effectivement. Moi, j'aimerais bien réagir je trouve la question extrêmement importante. Et en fait, je crois qu'on est exactement dans la suite de ce que Nicolas vient d'évoquer. Si l'IA fait perdre des emplois, c'est pas l'IA. Ce sont les employeurs qui préfèrent avoir de l'IA à des humains. Donc c'est pas l'IA. Donc c'est pas l'IA qui fait perdre des emplois. C'est le mode d'utilisation des technologies. Et l'enjeu, il est très très important parce qu'il est humain au sens fort du terme. Nicolas vient de dire, l'IA fonctionne avec des erreurs et de manière statistique. Mais nous ne sommes pas des statistiques. Chacune et chacun de nous est une singularité totalement irréductible. Totalement irréductible. Et ça veut dire que n'importe quelle personne qu'on recrute, c'est quelqu'un d'irréductible. Et en revanche, si on croit qu'on va pouvoir remplacer, ne serait-ce que pour des raisons évidemment économiques, entre autres, des humains par des machines, on ne peut pas ne pas, quand on y réfléchit, et là, ce soir, moi j'espère qu'on y réfléchit bien ensemble, et c'est le cas, il me semble, on ne peut pas ne pas apercevoir qu'on va perdre la qualité de la singularité d'une personne. Et quand on fait un recrutement, on recrute quelqu'un qui peut apporter des choses totalement inconnues, on ne sait pas quoi à l'avance. C'est aussi un pari, on peut se tromper dans un recrutement, mais on ne recrute pas une machine évaluable sur la base de statistiques. Je prends un exemple simple que je trouve très très révélateur et important, sans rentrer dans le détail pour l'instant, mais il y a un rêve dans l'aéronautique. Comme les pilotes humains, ça coûte très cher et que ça fait la grève, c'est que ça serait très bien de les remplacer systématiquement par des machines. Et donc, d'enlever les pilotes humains des cockpits.
du seul fait de ce qu'on est en train d'évoquer, l'aspect statistique, c'est une énorme erreur. Il y a plein d'autres raisons. Mais se dire qu'on remplace les humains par des machines, encore une fois, c'est pas la faute aux machines, c'est la faute aux employeurs qui voient des économies. Le problème, c'est que voir des économies, c'est aussi perdre l'humanité et donc le sens du travail. Je voudrais conclure le propos que je vous propose maintenant avec une phrase que j'ai entendue d'une collègue de la Sorbonne qui a un mot très très intéressant, je trouve. Elle dit « On ne peut cloner que quelqu'un qui est déjà un clone. Ne devenons pas des clones et on sauve la situation. » Mais ça veut dire une réaction collective sur le fait de dire, bon, c'est pas l'IA qui est en question, c'est ce qu'on veut faire de nous avec l'IA. Et ça, c'est des humains, le « on », hein. C'est pas des machines. Oui, bonsoir. En fait, je confirme que les employeurs... Pardon, un peu plus près peut-être du micro. Non, il est allumé. Je confirme que les employeurs vont aller sur l'IA pour essayer de... Alors, ils n'utilisent pas le mot « remplacer », hein, pour enlever les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, que répondre aux employeurs face à quelque chose qui... Il y a une question très simple. Hein. Faut-il faire de l'économie seulement pour faire du profit ? À quoi sert l'économie ? Ça, c'est le prof qui travaille dans une école de commerce qui dit ça. Oui, mais, et moi, pourtant, je travaille dans l'ESS. Et pourtant, ça n'empêche pas l'employeur de... Non, mais la question est très importante, c'est que malheureusement, il y a il y a une espèce d'idéologie. Il y a eu pendant des dizaines d'années une idéologie comme quoi le but d'une entreprise, ça n'est que de faire du profit. C'est une catastrophe. Et c'est pas une catastrophe technologique, c'est une catastrophe intellectuelle et morale. Qu'une entreprise fasse du profit pour survivre et pour assurer son fonctionnement, nickel. Mais que ce soit le seul but, ça c'est un réductionnisme très problématique. Alors, on ne parle pas de profit, on nous parle de productivité, en fait. Alors, on nous parle de productivité, non pas de profit. Oui, mais à quoi ça sert ? Et pourquoi faut-il toujours produire plus ? On est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur également le principe de l'obsolescence programmée. Après, moi, je voudrais apporter un complément. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut répondre quand même, qu'on peut opposer à ces gens qui s'imaginent qu'on va pouvoir supprimer les employés à faible valeur ajoutée en les remplaçant par des machines. Alors, il y a deux choses. En tant que chercheur, je suis pas très bon pour prédire l'avenir, c'est pas mon boulot. Par contre, je regarde le passé, et par le passé, les entreprises qui ont essayé de faire ça n'ont pas réussi. Pour l'IA, je parle bien de l'IA. Hein. Attention, encore une fois, il ne faut pas confondre l'IA et toutes les machines. Il y a plein de machines qui fonctionnent sans IA. On a effectivement robotisé la construction de voitures, et ça s'est fait au détriment des emplois des ouvriers. Mais là, je parle bien de l'usage de l'IA, de l'intelligence artificielle, donc cette technologie qui consiste à faire par le calcul des tâches intellectuelles, des tâches qui nécessitent de l'intelligence, d'où son nom, intelligence artificielle. Par le passé, les entreprises qui ont réussi à faire du profit, faire de l'argent avec l'intelligence artificielle, ne l'ont jamais fait en supprimant des emplois humains, mais comme je disais tout à l'heure, en permettant à leurs employés d'avoir un travail aidé, soutenu, complété, à l'aide de l'intelligence artificielle. Ceux qui ont essayé de supprimer ont échoué. Et voilà. Donc peut-être que je me trompe, peut-être que demain, il y aura un corps de métier qui va disparaître. On parle en particulier des taxis. Et en même temps, là encore une fois, mon expérience de chercheur, c'est que je ne crois pas tant que ça à la voiture autonome. Alors technologiquement, on va y arriver, hein, on sait faire des voitures autonomes, mais ça pose tout un tas d'autres problèmes. Et les chercheurs qui travaillent sur le sujet autour de moi et qui travaillent sur le sujet depuis 15-20 ans disent en fait ce qu'on va plutôt développer, c'est des outils d'assistance à la conduite. Et donc on ne va pas virer tous les chauffeurs Uber pour les remplacer par des machines. On aura toujours besoin d'un gars pour tenir le volant dans la voiture. Et c'est un peu ça, l'histoire de l'IA, par le passé, ça a toujours été un petit peu celle-là. Alors peut-être que ça va changer, mais en tout cas, ça c'est déjà un premier élément. C'est que l'expérience montre que c'est pas la bonne piste de vouloir remplacer les humains par de l'intelligence artificielle. Et la deuxième chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure,
je sais que c'est difficile à comprendre et à entendre, mais il faut toujours avoir en tête que l'intelligence artificielle fait forcément des erreurs. Pour une raison simple, hein, c'est que l'intelligence artificielle, c'est du calcul, c'est le fait de faire par le calcul des choses qui nécessitent de l'intelligence. Et la théorie du calcul, telle qu'elle a été étudiée dans les années 40 ou 30 par Alan Turing et ses collègues, a des propriétés mathématiques assez bien définies et on ne peut pas tout calculer. Alors il y a des choses qu'on pourrait calculer si on disposait d'une infinité de temps de calcul, enfin d'un temps de calcul très très long, mais en l'occurrence c'est pas le cas. Un exemple que j'aime bien donner, hein, si je veux calculer le coût parfait aux échecs, je connais l'algorithme pour le faire, il existe depuis les années 30, et il faut 10 puissance 120. Donc 10 puissance 120, je sais que les maths, tout le monde n'a pas ça en tête, donc c'est un 1 avec 120 zéros derrière. Je ne sais pas si vous voyez les 120 zéros derrière, ça fait beaucoup. C'est plus que le nombre d'atomes qu'il y a dans tout l'univers visible. Vous voyez bien que c'est pas demain, après-demain, ou même dans 20 ans que j'aurai un ordinateur qui sera capable de faire autant de calculs. Hein, aujourd'hui, on est à 10 puissance 10, 10 puissance 11. Et qu'à chaque fois que je rajoute un zéro, je multiplie par 10. Hein, donc vous voyez qu'il y a vraiment énormément d'obstacles à franchir pour atteindre des nombres aussi grands. Donc personne, aucun scientifique sérieux ne croit qu'on calculera un jour le coût parfait aux échecs. Et pourtant, on sait faire des machines qui gagnent aux échecs, mais on fait de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on écrit des programmes dans lesquels on permet l'apparition d'erreurs. On leur permet de se tromper. Et en refusant, en écartant cette solution parfaite, on arrive à trouver des solutions pas trop mauvaises dans des temps de calcul qui sont assez raisonnables. Et l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est de faire à la machine des calculs pour trouver une solution pas trop mauvaise à des problèmes dont on sait mathématiquement qu'ils sont inatteignables. Les problèmes que nous résolvons avec notre cerveau. Nous aussi, on fait des erreurs. Hein. Il n'y a personne qui connaît le coup parfait aux échecs. Enfin, en général, les gens y perdent aux échecs de temps en temps. Donc, c'est ce qui fait le plaisir du jeu, d'ailleurs. Et du coup, une fois qu'on a en tête que l'IA se trompe forcément à un moment ou à un autre, on voit tout de suite à quel point c'est absurde de retirer les humains. Si vous mettez un système et vous lui dites « débrouille-toi tout seul » en sachant pertinemment qu'il va se tromper, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train juste de préparer une catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est des arguments qu'il faut opposer aux gens qui pensent qu'on va pouvoir utiliser l'IA pour remplacer des faibles valeurs ajoutées, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce que je trouve un terme extrêmement désagréable. Hein, voilà. Mais c'est pas de votre faute, hein, c'est le terme qu'on entend. Voilà, donc il y a des réponses de scientifiques à ces questions. Après, les scientifiques, on n'a pas un pouvoir de conviction toujours très fort, donc on essaye de le dire autour de nous, mais il faut aussi que ça vienne de la société, comme le disait Laurent, il faut que chacun d'entre nous s'empare de ça et dise « mais attention, votre machine va se tromper. Mais attention, par le passé, ceux qui l'ont fait, ça n'a pas marché. » Il y a une question là-bas, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Comme vous venez d'en parler, c'est principalement des algorithmes et des calculs. Alors, est-ce qu'on peut vraiment qualifier les algorithmes d'apprentissage machine actuels d'intelligence? Est-ce que le terme intelligence artificielle, il est vraiment cohérent? Ça, c'est une très bonne question. Ça a été l'objet de nombreux débats entre Laurent et moi. Donc, au début, Laurent voulait même pas qu'on parle d'intelligence artificielle dans le bouquin. J'ai dit quand même, pour un bouquin sur l'intelligence artificielle, c'est un peu dommage si on n'emploie pas le terme intelligence artificielle. On n'aurait rien vendu. Donc voilà, comme on voulait quand même vendre quelques bouquins. Non, c'est pas du tout ça. Il y a eu ce gros débat, effectivement, de savoir est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle, est-ce qu'on met des majuscules à intelligence artificielle, est-ce qu'on ne devrait pas trouver un autre terme. Et alors, c'est un débat qui est vieux comme l'informatique. L'intelligence artificielle a été inventée en 1950. Le terme a été proposé pas tout à fait dans ce terme-là, mais Alan Turing, en 1950, écrit un article au titre extrêmement provocateur. Il dit « Est-ce que les machines peuvent penser ?» Et évidemment, il ne croit pas une seule seconde que les machines pensent, mais il dit « Si jamais on arrive à faire par le calcul, parce que c'est un théoricien du calcul, ces choses que nous on fait par la pensée, on pourra parler d'intelligence mécanisée. » Il appelle ça machine intelligence en anglais. Donc l'intelligence mécanisée, c'est la meilleure traduction que je puisse trouver. C'est pas évident à traduire. Et en fait, en 1956, les chercheurs du domaine ont décidé de le rebaptiser artificial intelligence. Donc c'est devenu intelligence artificielle. Mais le terme est très malheureux parce qu'il donne l'idée qu'il y a une véritable intelligence. Et la définition de l'intelligence artificielle telle qu'elle est donnée en 1956 par Minsky, c'est de faire aux machines, par le calcul, des choses que nous faisons avec notre intelligence. Ça n'est pas de faire des machines intelligentes. Donc oui, il n'y a pas d'intelligence artificielle
Enfin, il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'apprentissage dans l'apprentissage automatique. Et il n'y a pas de neurones dans les réseaux de neurones profonds. Mais bon, les informaticiens sont très très mauvais pour choisir des termes qui restent après. Voilà. Alors, ils sont mauvais, ou alors ils sont un peu, je vais oser un propos, je ne connais pas le fondement psychologique chez Turing et autres, mais un peu retors ou pervers. Alors, moi, je me demande très sérieusement à quoi ça sert de mélanger les régimes. Or, Turing invente un test où il dit ce sera très intéressant d'avoir un moment où on ne saura pas différencier entre ce que fait une machine et ce que fait un humain. Et là, très sérieusement, très humainement, je crois que s'impose la question à quoi ça sert ? Qu'est-ce que nous voulons ? Et pourquoi nous le voulons ? Et un des enjeux, ou une des raisons pour lesquelles je m'exprime peut-être un peu trop solennellement, c'est que dans le grand public, dont moi je fais partie, etc., un des enjeux, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que si on ne sait pas comment ça marche, on est rapidement dupe d'un vocabulaire comme celui qu'on vient d'employer, intelligence artificielle, réseaux neuronaux, apprentissage profond. Et ça induit en erreur en laissant penser, ah bah oui, les machines, elles pensent, elles réfléchissent, elles ont des émotions, elles ont des questions de sens, elles ont des problèmes métaphysiques. Et ça, c'est très grave, parce que ça nous fait perdre de vue, encore une fois, nos propres questions. Et si on peut s'instruire sur la manière dont ça fonctionne, en retenant par exemple ce que Nicolas vient d'évoquer, j'ai bien noté que Nicolas, tu veux intervenir, si on peut s'instruire sur ce que Nicolas vient de nous dire, ça nous fait prendre distance. Un point très rapidement concernant le monde économique et managérial et le monde d'ingénieurs qui fabriquent les machines. Il y a un fantasme comme quoi les machines seraient parfaites. Il y a des gens qui ne sont pas dupes, qui savent très bien qu'elles ne le sont pas, parfaites au sens où elles ne feraient pas d'erreur. Mais à force de rêver qu'elles ne fassent pas d'erreur, on finit par présupposer qu'elles ne font pas d'erreur. Ça peut avoir des conséquences gravissimes, comme celle du dysfonctionnement des sondes Pitot sur un Airbus A330 d'Air France. Et je me tais exprès pour être un peu solennel sur la gravité des enjeux. Quand on veut croire que c'est parfait, on oublie que les technologies que nous fabriquons peuvent faire des erreurs et qu'on a besoin des humains pour la bonne prise de distance. Je ne dis pas que les humains font tout bien. Mais imaginez qu'en remplaçant systématiquement les humains par les machines, on résoudrait les problèmes. Non, on ne peut pas le dire comme ça. Et alors, dans le livre, tu parles de la catastrophe de Bhopal qui illustre bien de la controverse de Pérovec qui illustre bien ce propos, mais je voulais réagir à ce que tu disais. Moi, là où on n'était pas d'accord dans l'écriture du livre, c'est que je pense que le terme intelligence artificielle est là. Et je ne crois pas qu'on puisse changer le vocabulaire après coup. Alors, il aurait peut-être fallu trouver un autre terme il y a 50 ans ou il y a 70 ans, mais... Alors, une parenthèse hyper brève. C'est d'autant plus grave quand il y a des termes comme ça que ça devient un acronyme. Je vous propose d'être très attentifs et attentives, mesdames et messieurs, quand quelque chose devient un acronyme, on ne réfléchit plus une seconde. Et dès qu'on dit IA en majuscule, on est déjà sous le règne d'une idée fétiche. Il faut être très, très... Voilà, effectivement, c'est une des raisons de ma réserve. Et alors, c'est amusant parce que moi, j'ai constaté ça aussi sur les langues étrangères, sur l'anglais en particulier. Quand il y a un terme qu'on ne veut pas trop définir, on le dit en anglais et on se dit comme ça fait bien et on ne réfléchit plus à ce qu'il veut dire en vrai. Donc, c'est vrai que c'est un vrai souci. Moi, c'est pour ça que je suis très attaché au fait qu'on explique ce que c'est que l'intelligence artificielle et qu'on ne confonde pas tout derrière cet acronyme IA. C'est ce que je trouve extrêmement dangereux. Par ailleurs, je pense que Monsieur Aufond avait tout à fait raison. Il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle. Tiens, Laurent, t'as bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il y a un monsieur aussi. Si je peux me permettre, il y a quand même des éléments d'intelligence. Les machines, ils apprennent. Il y a machine learning vraiment. Et on voit clairement la différence entre le fait quand on utilise juste les algorithmes ou quand on utilise le machine learning. Et aussi, leur manière de penser est analogue aux pensées associatives. Parce que justement, ces réseaux, neural networks, ils marchent selon les règles associatives de neurones humains.
de réseaux. Alors, je suis désolé, mais en fait, je suis vraiment fondamentalement pas d'accord avec vous. Ça fait 25 ans que je fais de l'IA, donc voilà, je sais un peu comment fonctionnent ces algorithmes. Et en fait, non. Alors, on va revenir à la base. Un réseau de neurones artificiels, c'est une somme pondérée avec une fonction qui calcule à la fin un résultat par rapport à un poids, un biais. Un réseau de neurones artificiels, c'est un ensemble de sommes pondérées qui sont organisées les unes derrière les autres et qui est constitué de millions, milliards, en général plutôt milliards, de paramètres. Vous avez peut-être tous déjà entendu parler de, quand on parle de GPT ou de Llama ou de Mistral, il y a le Llama a 7 milliards de paramètres, le Llama a 140 milliards de paramètres, il y a des choses comme ça. Donc ChatGPT, la version qu'on utilise nous, elle est à plus de 140 milliards de paramètres. Et donc les milliards de paramètres, ce sont des choses que la machine doit régler pour arriver à obtenir les bonnes réponses aux questions qu'on va lui poser. Et pour faire ce réglage, elle mouline, elle fait des calculs pendant des heures et des heures sur des grands centres de calcul pour régler ces paramètres. Et donc ce qu'on appelle à tort apprentissage, c'est juste du réglage de paramètres. Et je pense, et là Laurent tu vas pouvoir compléter avec ton regard de philosophe, que c'est très très différent de ce qui est l'apprentissage humain. Donc il y a ce terme de neurone qui nous induit en erreur, parce que effectivement en 1957, quand Frank Rosenblatt décide de faire sa première machine, ce qu'il a appelé le perceptron, son premier système de réseau de neurones pour reconnaître des images, il s'inspire de ce que, à l'époque, en 1950, Donald Hebb pensait être la manière dont les neurones fonctionnent. On sait aujourd'hui que les neurones ne fonctionnent pas comme ça. Mais c'était une source d'inspiration pour l'informaticien. Et les informaticiens développent tous leurs algorithmes à l'aide, en s'inspirant de la nature. L'être humain est assez créatif, mais en même temps, on est limité dans notre création, nous aussi. Et donc, on observe la nature et on essaie de reproduire la nature dans nos algorithmes. Et là, l'idée de Rosenblatt était d'essayer de reproduire la manière dont Hebb pensait que les neurones fonctionnaient. Et évidemment, Rosenblatt n'était pas stupide, il savait bien qu'il n'allait pas faire un vrai neurone, mais il s'est dit, ça ressemble un peu, donc je vais appeler ça neurone. Mais évidemment, il faisait un calcul, il savait très très bien qu'il était en train de faire un calcul. Et il n'y avait pas de confusion dans sa tête. La confusion, elle est venue après. C'est nous qui entretenons la confusion aujourd'hui, derrière ces termes d'apprentissage automatique et de réseau de neurones. Donc j'insiste, un ordinateur qui règle ses paramètres lors de la phase d'entraînement, on parle plutôt d'entraînement maintenant que d'apprentissage, pour éviter cette confusion, dans la phase machine learning de l'algorithme, fait des calculs, mais n'apprend pas. Elle règle des paramètres qui ont été fixés, définis au préalable. Et je pense que Laurent, tu vas pouvoir compléter sur cette notion d'apprentissage. Il y a un point très important, quelque chose que Nicolas fait lui-même pour le coup, et donc sous ton contrôle Nicolas, mais Nicolas travaille sur la simulation des émotions, et qui peut avoir des effets extrêmement efficaces en médecine. Peut-être que tu raconteras l'exemple. En tout cas, une machine est capable, par le calcul, d'accumuler des données qui lui permettent de simuler des émotions. Mais la machine n'éprouve pas d'émotions. Elle calcule des données et elle n'éprouve pas d'émotions, la joie, la peine, la colère, la tristesse, le désir, l'angoisse. Non. Et nous, oui. Mais et qu'est-ce qui est en jeu dans l'épreuve des émotions? C'est précisément notre rapport au monde. La capacité que nous avons de nous demander à quoi sert ma vie? À quoi servent nos vies? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la vie ait un sens? Et ces questions-là qui sont fondamentales pour ce qu'on peut appeler notre intelligence des choses, notre intelligence du monde, elles sont ancrées d'abord dans un vécu qui est corporel, avec les sensations de plaisir, de peine, avec les angoisses, encore une fois, les désirs, les rêves. Et ça, c'est spécifiquement et animal et humain. Ça n'est pas les machines. Donc il est très très important, quand on approche le fonctionnement des machines, de bien différencier et de situer où est l'humain. Moi, ce qui m'inquiète quand il y a des confusions comme celles qu'on est en train de tenter de clarifier ce soir, c'est que nous attribuons aux machines, je reviens à un des points que j'ai évoqués tout à l'heure, des caractéristiques qui nous concernent. Et l'un des enjeux, c'est que quand on les attribue aux machines, nous commençons à perdre notre propre humanité.
Et là, nous devenons nous-mêmes dangereux. Parce que nous ne voyons plus où se pose la question du sens pour nous. Vous savez, quand on dit on peut devenir des robots, il y a différentes façons. Mais devenir des robots sous une dictature politique, c'est malheureusement une des expressions les plus parlantes du fait qu'on peut devenir des robots. Nous pouvons devenir des robots dans des usines. Nous pouvons devenir des robots sous des dictateurs. Le voulons-nous vraiment? Là, on est sur des questions spécifiquement humaines, hein, politiques au sens fort du terme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors je vais complètement changer d'orientation du débat et faire un peu de science-fiction. C'est pour ça que je pense que ça aurait été bien s'il y avait eu également un représentant du corps médical. Maintenez bien le micro proche. Oui, donc je disais, je voulais faire un petit peu de science-fiction, je le dis tout de suite. Mais l'homme étant tellement tarabiscoté dans sa recherche de l'absolu que ça n'est pas du tout exclu. Vous avez dit qu'il ne faut pas que l'IA remplace l'homme. OK. Pourquoi pas inverser la chose? Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'homme remplace l'IA? Vous allez me dire comment? Avez-vous envisagé dans votre livre ou dans vos conversations la possibilité de greffer sur un cerveau humain les qualités extraordinaires de l'IA? Alors, on n'en a pas discuté dans le livre. Ça, c'est pas un sujet qu'on a abordé. Il y a d'autres chercheurs qui se sont posés ces questions. Je pense en particulier au livre sur l'humain augmenté d'Éric Fourneret, que tu connais, Laurent, je crois, qui a été chercheur au CEA et qui a travaillé pendant des années sur les implants numériques, enfin les implants en particulier dans le cerveau, typiquement pour faire fonctionner des prothèses. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, ce qui marche, c'est d'utiliser des implants qu'on met dans le cerveau pour capter des signaux cérébraux qui permettent de contrôler une prothèse, un membre, et qui permettent, alors c'est pas si simple que ça, il y a un apprentissage réciproque, c'est-à-dire que comme le disait madame, la machine doit régler ses paramètres avec de l'apprentissage automatique, et en même temps, l'être humain a besoin de régler ses neurones, de faire travailler ses neurones, de replastifier son cerveau autour de cet implant pour apprendre à envoyer les bons signaux à l'implant. Donc l'implant lui repère les signaux cérébraux et apprend progressivement, règle ses paramètres pour progressivement arriver à remplir les tâches que l'être humain veut lui faire accomplir à travers la prothèse. Donc là, il y a un travail effectivement assez intéressant, je trouve, et puis qui est plutôt bon parce qu'on essaye là de réparer des gens qui sont amputés, enfin qui ont des handicaps qui nécessitent ce genre de travaux. Mais ce que je trouve très bien dans le livre de M. Fourneret sur cette question, c'est qu'il montre bien qu'il ne s'agit pas de la même chose. Il ne s'agit pas de greffer de l'intelligence machinique dans le cerveau. Parce que ça marche que dans un sens. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui faire une machine qui capte des signaux et qui en sort en sortie un autre signal électrique, par exemple pour contrôler une prothèse. On ne sait pas aujourd'hui faire des machines qui injecteraient dans notre cerveau des signaux que notre cerveau pourrait capter. Donc si vous avez un ordinateur dans la tête, que vous lui demandez combien font 212 x 487, il sort le résultat, en fait, il ne peut pas vous le donner. Enfin, s'il peut vous le donner, mais pas dans votre cerveau. Je veux dire, il peut vous l'écrire si vous voulez. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est... Alors déjà, on ne sait pas aujourd'hui faire des signaux aussi complexes. On ne sait pas faire une machine qui serait capable de m'entendre penser l'opération que je viens de citer. Mais, comme vous disiez, faisons un peu de science-fiction. Imaginons qu'on y arrive un jour. On ne sait pas de toute façon permettre au cerveau de recevoir ce signal directement. Donc je pense qu'il faut avoir en tête que, encore une fois, l'intelligence artificielle, les machines intelligence artificielle ne sont pas des éléments de cerveau. Ce sont des machines de calcul. Il faut les voir comme des calculatrices extrêmement performantes, mais comme des calculatrices donc externes à nous. Des calculatrices capables de capter très finement des signaux que nous on émet. Tu parlais des émotions, on sait reconnaître, les machines savent très bien reconnaître les émotions des êtres humains. Et ça, c'est des signaux qui sont typiquement humains qu'on sait faire. C'est-à-dire que nous, on est très bon pour reconnaître les émotions aussi. Darwin nous a montré, on est des êtres sociaux, on a besoin de ça. Et les machines, on leur a appris à le faire. Mais pour autant, ça ne marche pas toujours dans les deux sens. Voilà, donc j'insiste sur ce côté séparé de ces deux mondes, même si, pour des besoins médicaux, on peut avoir envie de les rapprocher, c'est déjà le cas, et même si on peut avoir le jeu intellectuel de se dire est-ce qu'on pourrait greffer des intelligences artificielles sur les cerveaux humains, mais
pour moi, il y a une barrière qui là, est aujourd'hui compliquée à franchir. Et encore une fois, je ne prédis pas l'avenir, je ne veux pas me lancer dans cet exercice parce que les scientifiques sont très mauvais pour prédire l'avenir. Voilà. Je comprends bien ce que vous dites, mais le mécanisme existe déjà dans le cerveau, puisque c'est le calcul mental. Donc, le mécanisme existe, il suffirait ça. Il n'y a qu'un faucon. De développer cette capacité en rajoutant x0. Non, parce que le calcul mental n'a rien à voir avec le calcul tel qu'il est fait aujourd'hui par les ordinateurs. C'est pour ça que je réagissais un peu durement à ce que disait Madame tout à l'heure. On ne fait pas du calcul avec notre cerveau de la même manière qu'un ordinateur fait du calcul. Et c'est la difficulté d'ailleurs, c'est que c'est facile pour une machine de faire du calcul parce qu'elle sait faire ça. Elle est programmée pour ça, elle fonctionne comme ça, elle ne fait que du calcul. Et c'est compliqué pour elle de faire des choses de l'intelligence humaine, d'où l'intelligence artificielle, hein, d'où cet enjeu de dire est-ce que je vais réussir à faire par le calcul des choses qui sont autre chose que du calcul. Et à l'inverse, nous on a le problème inverse, notre cerveau n'est pas très bon pour faire du calcul, il faut l'entraîner longtemps à l'école, ça les enfants apprennent et puis ils oublient vite parfois aussi. Enfin, voilà, faut réciter les tables de multiplication, tout ça c'est pas facile. Moi, je me permets d'insister sur la question, mais à quoi ça servirait? Pourquoi ça, c'est sa question favorite, alors attention. Hein. Mais je pense qu'elle est capitale. On ne se demande pas du tout assez actuellement pourquoi on fait ce qu'on fait. Et ça conduit à des problèmes comme ceux de la crise climatique mondiale. Ça conduit à des choses très, très, très graves. Donc nous devons réapprendre à nous demander, mais nous voulons quoi? Et encore une fois, les technologies ne sont pour rien dans nos désirs. Et donc je crois que c'est très important qu'on remédite cette question de savoir ce qu'il faut vouloir. Pour essayer de répondre à votre remarque, je dirais qu'il y a deux qualités de l'homme, et on ne changera pas depuis qu'il existe. C'est un, la curiosité, et deux, la paresse. Paresse pour satisfaire un maximum de désir, de plaisir, de ce qui... Voilà. À partir de ce moment-là, je veux dire, si on suit votre question, il faut se poser la question, mais pourquoi on a inventé le fusil? Pourquoi on a inventé la roue? Pourquoi on a inventé la boussole? Et ainsi de suite. Toute, je veux dire, création, découverte, on peut la remettre en question. Oui, on peut. Ah ben, le fusil, moi, c'est volontiers. Hein. Mais je pense qu'on peut aller plus au fond de la question en renvoyant à l'origine du mot curiosité. La curiosité, c'est prendre soin. Entre autres, hein, en espagnol, curar. Et soigner, c'est pas faire n'importe quoi par curiosité. Nous sommes capables de faire n'importe quoi par curiosité. C'est dangereux, parfois. La paresse peut être extrêmement utile. Mais nous sommes affectés de plein d'autres caractéristiques ou sentiments ou sensations, ceux du beau, du sens, de la contemplation des choses, de l'amitié, de l'amour. Il n'y a pas seulement la curiosité et la paresse. Le rapport aux autres, l'égoïsme tout autant aussi. Et un des problèmes de notre temps, c'est que nous nous réduisons nous-mêmes à l'état de calculateur. Le consumérisme dont on parle actuellement parfois, malheureusement, est un mot assez pertinent à notre époque. On a parlé d'obsolescence programmée, on est là parce qu'on est là pour consommer, mais à quoi ça sert? Et la question est posée de manière très ancienne. Hein. Dans un de ses plus importants dialogues politiques, Platon fait remarquer « Ah ben oui, on pourrait ne faire que consommer ». Se reproduire, et puis il n'y aurait rien de plus. Pas de rapport au beau, pas de rapport à l'autre, pas de rapport au sens. Or, nous sommes peut-être en train de devenir des consommateurs calculateurs. Et ça, ce n'est pas un problème de machine. Alors, avant la science-fiction et les machines connectées au cerveau, il est probable que des applications se développent pour avoir des formidables assistants personnels qui aident chacun à prendre des décisions à chaque instant, la meilleure décision comme un coup d'échec. Et dans cette logique, il y a le risque de gommer les singularités et d'uniformiser la pensée de l'humanité. Donc, est-ce que vous ne voyez pas un grand danger dedans? Et moi, je trouve très bien que vous vous posiez cette question, parce que c'est une question que se pose effectivement. Vous avez parlé de jugement, hein, donc les juristes se posent cette question.
quelque chose que j'aime bien donner, dont la plupart des gens ne sont pas forcément conscients s'ils ne sont pas même juristes, mais la France a moins que les États-Unis une culture de la jurisprudence. On a évidemment de la jurisprudence en France, mais les États-Unis ont une culture beaucoup plus tournée vers la jurisprudence et donc ont été plus rapidement que nous enclins à demander aux outils d'IA d'aller leur sortir la jurisprudence sur un cas. Et ça a posé des questions, parce que quand la machine sortait une proposition et que le juge s'en écartait, finalement, est-ce que le juge ne risquait pas se voir opposer en appel le fait qu'il s'était écarté de la décision de jurisprudence proposée par la machine? Donc c'est des questions que les gens se posent, et moi, en fait, je trouve ça super encourageant qu'on se pose déjà ces questions. Ça veut dire qu'on a compris le problème. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de tomber dans le piège que Laurent évoquait tout à l'heure. On est effectivement en train de se poser la question de à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on veut l'utiliser. Et du coup, ça m'encourage quand je vois ce genre de réaction de votre part. Merci. Moi, je rebondirais volontiers en venant à la question médicale. Quand il y a malheureusement parfois l'émergence d'une pathologie gravissime, en termes statistiques, on peut dire, c'est fichu, quoi. Mais on sait très bien également que le corps médical parfois assiste sans rien comprendre à des rémissions extraordinaires, à des réparations complètement inattendues, non explicables. Et là, la singularité de chacun et chacune de nous se joue. Donc, nous ne sommes pas des statistiques. Ça ne veut pas dire que les statistiques ne veuillent rien dire, pas du tout. Mais nous ne pouvons pas, sans éliminer notre réalité, faire comme si nous n'étions que des statistiques. Donc, en effet, surtout ne devenons pas les rouages d'une pensée unique, comme vous l'évoquiez. Moi, je dirais plutôt d'un calcul unique. Et c'est pas facile, hein. Il faut lutter pour pas se laisser imposer la décision par la machine parfois. Peut-être parmi vous, il y en a qui utilisent leur smartphone pour envoyer des SMS, et donc ils tapent des mots, et puis la machine propose parfois le mot d'après. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai pas de honte à le dire, j'ai parfois accepté le mot que me proposait la machine, alors que c'était... On a eu un gros conflit à la suite de ça. Et c'est pas le mot que je voulais. Mais j'ai quand même envoyé le message, et après je me suis dit mais je devrais pas faire ça, je devrais pas laisser la machine me dicter, c'était pas du tout ce que je voulais dire, enfin c'est pas du tout, c'était pas exactement le mot que j'avais en tête. Et oui, ça traduisait à peu près mon idée, mais on rejoint l'histoire des langues de tout à l'heure, hein, c'est comme en traduction, je peux me contenter de la traduction que me fait DeepL, ou au contraire, je peux vouloir, moi, exprimer vraiment mon idée, et pour ça, il faut que je parle la langue. Donc il faut que je maintienne cette compétence. La clé de tout ça, c'est de continuer de former les gens pour qu'ils maintiennent les compétences dont ils ont besoin pour utiliser les outils de l'IA. Ça, c'est vraiment important. Puisqu'on parle de traduction, je rappelle l'existence d'un mot très intéressant concernant les langues. Vous savez sans doute qu'on parle d'idiotisme. Et c'est quoi un idiotisme? L'idée d'idiotie, c'est une solitude, c'est-à-dire une singularité totale. Eh bien, en langue, un idiotisme, c'est une expression tellement singulière, appartenant de manière tellement exacte à un esprit d'une langue que c'est intraduisible en d'autres langues. Et donc, la machine ne saura pas traduire. En l'occurrence, on peut lui apprendre. En revanche, nous, oui. Mais oui. En l'occurrence, on peut la programmer pour qu'elle le traduise correctement. Les idiotismes, on sait les traduire, mais c'est parce qu'on a programmé tout ce qu'il faut pour que ça le fasse, quand ça le fait. Et qu'on présuppose qu'on peut renvoyer l'idiotisme à quelque chose qui n'est pas singulier. Oui, oui. Et surtout qu'on pense qu'on va pouvoir toujours capturer tout ce qu'il y a dans l'idiotisme. Et on sait bien que selon le contexte, ça passe ou ça ne passe pas. Pardon, excusez-nous, on digresse. Bonsoir. Je m'adresse aux professeurs et chercheurs que vous êtes. Vous enseignez aux nouvelles générations, en tout cas je présume, plus nouvelles que moi en tout cas. Tout à l'heure vous disiez qu'il faut faire confiance aux jeunes et à l'avenir par rapport à tout ce qu'on est en train d'aborder avec... Pardon ? Je plaisantais en disant il a tort. Ah, je vous laisserai répondre de ça ensemble. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que nous on est déjà dépassés ? Est-ce que notre génération de consommateurs, de parents, d'utilisateurs, est-ce qu'on est déjà dépassé et il faut miser à fond sur nos enfants, ou est-ce qu'il y a encore temps pour nous de prendre le train, de comprendre ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle et puis d'arriver à quelque part à la maîtriser, à l'épouser au mieux?
Alors, je pense que si on pensait qu'on était dépassé, on ne serait pas là à essayer de vous expliquer ce que c'est que l'IA. Et si on a écrit ce livre, et si moi j'ai écrit d'autres livres de vulgarisation sur l'IA, c'est parce que je pense qu'à n'importe quel âge, on peut comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et même, on peut plus facilement le comprendre quand on a 50 ans ou 40 ans et une compréhension plus complexe du monde que quand on a 20 ans. On a parfois effectivement des raccourcis de pensée un petit peu... voilà, on a moins d'expérience et donc on se débrouille autrement. Par ailleurs... nos parents ont toujours été dépassés. Les parents de chaque génération sont dépassés par la génération d'après. Et les usages que les jeunes feront ou font déjà de l'IA ne sont pas les usages que nous pouvons penser parce que nous avons un vécu, une manière d'aborder la réalité qui est différente. Donc c'est ça que je veux dire par faire confiance. Et parfois, ça peut être très surprenant. Je vais citer une anecdote qui est juste pour l'anecdote, hein, parce que par ailleurs, je trouve que c'est très consumériste comme exemple, mais c'est amusant. Une de mes collègues, professeure de langue en l'occurrence, me dit que sa fille, quand elle veut s'acheter des nouvelles chaussures, elle l'a vu faire, hein, donc c'est un exemple réel, allume son téléphone, lance une requête sur Google chaussures de sport, et éteint son téléphone sans regarder. Et elle dit à sa mère, ce soir, sur Instagram, j'aurai des pubs de chaussures. Moi, j'aurais jamais pensé à faire ça. Si je veux m'acheter des chaussures, je ne pense pas à ça. On le voit avec ChatGPT aujourd'hui, les jeunes, plus que nous, utilisent ChatGPT pour des choses auxquelles nous n'aurions pas pensé. On ne se serait pas imaginé qu'un système qui produit... ChatGPT, c'est une machine à produire des mots. Hein, ça, c'est juste un générateur de mots. Une machine à générer des mots pourrait être utilisée pour tout un tas de tâches que les gamins utilisent. Alors, faire ses devoirs, c'est un exemple, mais ce n'est pas le seul. Ils sont assez créatifs, justement, sur organiser leur prochain voyage, par exemple. Dis-moi quels sont les 10 endroits où je dois aller si je vais me balader dans telle ville. Moi, j'aurais jamais pensé à demander ça à ChatGPT, par exemple. Et de fait, il va le sortir parce que statistiquement, les mots d'après qui viennent se trouvent assez facilement, et donc on trouve les 10 trucs à voir. Alors, ça ne sera pas singulier, ça sera extrêmement banal. Ça sera les 10 trucs que tout le monde ira voir. Mais ça marche. Donc voilà, je veux juste dire qu'il faut aussi apprendre aux enfants à faire attention et leur dire « Attention, t'as vu, il t'a sorti ces 10 trucs, bon, peut-être qu'il y a d'autres choses sympas que t'as pas vues. Attention, il a fait ton devoir à ta place. Qu'est-ce que tu penses du devoir qu'il a produit? Et quelle note tu te donnerais si toi, tu avais ce devoir-là » Et ça, c'est des questions que les pédagogues peuvent amener. Il faut accompagner les jeunes. Souvenez-vous de l'arrivée de Wikipédia. Alors, nous, on était déjà un peu âgés, mais moi, mes plus vieux enfants ont été confrontés à ça. Et les profs se disaient à l'époque, mais ça va être la catastrophe, ils vont juste recopier ce qu'il y a sur Wikipédia. Et bien sûr, certains élèves le font. Et les profs ont appris aux élèves à ne pas le faire, à certes aller sur Wikipédia, puis après à réfléchir sur le contenu qui a été mis. Je pense que quand les premières encyclopédies ont été sorties, il y a sûrement des enseignants qui se sont dit « Oh là là, c'est la catastrophe, les élèves vont recopier ce qu'il y a dans l'encyclopédie ». Et voilà, je pense que l'usage de l'outil, l'usage de la connaissance, quelle qu'elle soit, et y compris la connaissance produite par la machine, ça s'apprend. Je pense que ça s'apprend. Donc il faut accompagner nos enfants et en même temps, il faut leur faire confiance pour trouver des usages que nous n'avons pas forcément. Mais je pense que Laurent, tu vas pouvoir revenir sur ta question favorite, aussi en les aidant à se poser la question de à quoi ça sert. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Moi, je voudrais réagir de deux façons. Je trouve votre question très importante. Je dirais pas seulement, là où je trouve que Nicolas a raison, nous ne serions pas là si nous avions abandonné, si nous pensions qu'il n'y aurait rien à faire. Et d'une autre façon, moi je dirais volontiers, il dépend de nous de décider de résister ou pas. Et je crois volontiers qu'en fait, on n'est jamais dépassé, que par l'abdication. On abdique, on est dépassé, il n'y a pas de doute. On n'abdique pas, on s'interroge, on prend distance, on prend du recul, on n'est pas dépassé. Je ne dis pas que c'est facile. Et le deuxième point, deuxième manière de réagir, c'est un témoignage. Moi, je suis très heureux de vous raconter ceci. En 2016, je commence un cours sur le transhumanisme. Bon, le thème n'est pas le transhumanisme ici, mais je vous dis très vite, le transhumanisme radical, c'est des gens qui disent « on va devenir immortel en même temps que l'IA va nous dépasser ». Et l'une des raisons pour lesquelles j'avais contribué avec un collègue à créer ce cours, c'est que je voulais que les étudiants ne soient pas dupes de cette manière de s'exprimer. Et donc, on commence le cours, et là je constate qu'il était urgent de faire un cours là-dessus, parce que les étudiants, c'était en 2016, il y a donc 6 ans, des jeunes qui avaient 20 ans, 22 ans, très, très bien formés, disaient, comme si c'était quelque chose d'acquis,
Et je cite quasiment une phrase, c'était « Nous pouvons déjà télécharger notre cerveau sur un ordinateur et devenir immortels ». Il y a 6 ans. Des jeunes de 20 à 22 ans. Ça, c'est une catastrophe intellectuelle et morale. Maintenant, je suis très heureux de vous dire, 6 ans après, plus personne n'est dupe. Les jeunes du même âge maintenant ne pensent plus une seconde comme ça. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir. C'est qu'il y a beaucoup de distance, de réflexion, de prise de recul qui est en route. Et je partage l'avis de Nicolas. Nous avons à faire confiance dans les générations qui viennent. Oui, moi j'avoue que j'avais peur parce que j'ai vu et j'ai entendu beaucoup de témoignages d'enfants qui utilisaient donc ChatGPT pour faire les devoirs parce que c'était plus rapide, les devoirs à faire à la maison. Donc j'ai eu peur que cette année, en rentrant, qu'il y ait des décisions prises que les enseignants ferment les yeux sur ça. Et donc j'ai été admirablement surprise en voyant qu'ils avaient annulé les devoirs à la maison pour faire des devoirs en classe. C'est-à-dire en interdisant le recours au portable, etc. Donc il y a eu un espèce... Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié les enseignants pour ce fait, parce qu'ils sont tout à fait... Ils comprennent tout à fait que, voilà, ils avaient à chaque fois des devoirs qui ne ressemblent à rien, etc. Donc moi, cette année, j'ai été admirablement surprise sur ça. Voilà. Et alors, pour aller dans votre sens, j'ai une expérience à mon université que je trouve intéressante. Une professeure de français à l'université, donc l'apprentissage du français à l'université dans des disciplines, enfin mon université est scientifique essentiellement, hein, c'est pour apprendre aux gens à justement savoir bien s'exprimer. Donc si vous déléguez ça à une machine, vous apprenez rien du tout. Elle a fait un cours où elle a imposé aux étudiants, alors elle les a séparés en 3 groupes et les étudiants étaient volontaires pour être dans les 3 groupes, enfin ils pouvaient choisir leur groupe. Donc il y avait un groupe qui devait tout faire à la main sans utiliser ChatGPT, un groupe qui avait le droit d'utiliser ChatGPT et qui devait dire comment il l'avait utilisé. Par contre, il devait faire un rapport sur comment il l'avait utilisé. Et un groupe qui était obligé d'utiliser ChatGPT, qui ne pouvait rien écrire lui-même. Donc l'exercice est particulièrement périlleux, celui-là. Et les élèves se sont prêtés au jeu et ils ont appris beaucoup à travers ça. Ils ont appris sur ce que c'était que leur capacité de pensée, de réflexion et d'expression qu'on essayait de leur enseigner, nous, à l'université. Donc il y a des belles expériences à faire aussi en s'emparant des outils, je pense. Laurent, tu veux rajouter un mot ? Non, je trouve ça... simplement, un témoignage là, c'est que pour l'instant, je crois qu'en tant que prof, on peut reconnaître encore très aisément des travaux complètement vides, neutres, impersonnels, catastrophiques, et des travaux où il y a des erreurs bien vivantes et d'élèves qui s'engagent dans ce qu'il faut. Moi, en tout cas, je distingue encore, mais peut-être qu'un jour, on demandera à ChatGPT de simuler un étudiant qui fait des erreurs. Ça commence peut-être déjà à exister. Alors, sur un autre domaine, en philo, je pense que c'est très compliqué de te faire produire un bon devoir de philo à ChatGPT. Enfin, c'est vraiment, il n'est pas à ce niveau-là, pour des raisons simples, hein, que la manière dont il fonctionne, c'est qu'il cherche ChatGPT, et encore une fois, c'est un producteur de mots, donc il calcule, faut vous imaginer un espèce d'univers dans lequel il y a plein d'étoiles, il tope sur une planète, et il va chercher les planètes autour. C'est une image que je donne pour se représenter la manière dont fonctionnent ces réseaux de neurones, enfin ces machines-là. Et du coup, il nous raconte il nous donne la liste des planètes autour. Et ça, en fait, pour faire un devoir de philo, ça marche pas très bien parce qu'il faut faire des sauts, au contraire, pour sortir de la zone où on est. Donc, c'est un peu compliqué. En informatique, par contre, ça marche super bien. Et moi, mes étudiants utilisent pour programmer une variante de GPT qui s'appelle GitHub Copilot, donc un truc qui est très utilisé en informatique, où à mesure qu'on tape, c'est comme un compléteur de messages, hein, sauf que là, ça complète le code, et ça le fait très très bien. Et en même temps, assez souvent, ça ne fait pas ce qu'il faut. Et les étudiants, dans mon cours, c'est assez amusant. Je vois selon le niveau. En master, ils sont très à l'aise avec cet outil. En licence, en 3e année de licence, ils me disent « Ah non, monsieur, je préfère le débrancher parce qu'il passe son temps à me proposer des trucs que je ne veux pas. » Alors je dis « Mais en fait, c'est parce que tu ne l'utilises pas bien. C'est parce que, tu vois, dans ton code, tu as passé écrit en français ce que tu voulais faire. Donc la machine, elle ne peut pas deviner ce que tu veux faire. Elle n'est pas dans ta tête. Donc forcément, elle écrit autre chose que ce que tu veux. Et donc, justement, on sait que tu as mal... tu as mal programmé. En programmation, il faut mettre des commentaires dans le code, c'est quelque chose d'important. Et voilà, donc il y a tout un échange pédagogique autour de ça. Et alors pour le coup, le code produit par le GPT des programmeurs et le code produit par un humain est indiscernable. Là, pour le coup, moi, je peux pas. Si on me donne du code produit par une machine, je pourrais pas dire là, c'est pas toi qui l'as écrit ce code.
Par contre, si j'interroge l'élève sur ce que fait le code et qu'il ne sait pas me répondre, je vais assez vite m'en rendre compte. Je vais dire, mais pourquoi tu as écrit cette phrase-là? Ou quand le code est très compliqué, je dis, c'est bizarre, c'est très compliqué son truc, mais pourquoi tu as fait comme ça? Et l'élève me dit, je ne sais pas. Et en général, la phrase après, c'est, en fait, c'est ChatGPT qui me l'a proposé. Et je lui dis, très bien, mais qu'est-ce qu'il t'a proposé? Enfin, tu ne peux pas accepter ce qu'il te propose comme ça, sans le comprendre. Donc, il faut apprendre à comprendre. Voilà. Je vous remercie tous les deux. Non, merci à vous. Nicolas Savouré, Laurent Dupart. On va terminer par ici. Mais à savoir que votre livre, il est là. Vous pouvez vous procurer auprès de Corinne. Et je pense qu'après, vous pouvez le faire dédicacer et continuer un peu plus à parler avec nos deux auteurs. Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous. Beaucoup. Merci.